300 à 400 000 chômeurs à 9 600 000 emplois qu'on va créer, la Guinée sera importatrice de main-d'œuvre. Parce qu'en fait, on est 13 millions, 15 millions à tout casser. Si vous avez une possibilité de créer 9 300 000 emplois, mais étant donné qu'il y a les gens comme vous qui vont rester dans leur journalisme, et les gens qui vont rester dans leur banque et tout, à un moment donné, on cherchera la main-d'œuvre. Exactement. Bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Guinée Matin. Heureuse de vous retrouver dans cet entretien consacré à la parution d'un ouvrage qui sort de l'ordinaire. Différent des ouvrages de romance, de drame, celui-ci parle d'un modèle d'agriculture pour la Guinée et surtout pour l'Afrique subsaharienne. Monsieur Olapi Guérin, auteur du livre, bonjour. Bonjour madame. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va. Bonjour et encore une fois, bienvenue à Guinée Matin TV. Je vous remercie et je remercie toute l'équipe de Guinée Matin TV. Comme je le disais à l'entame, votre livre est différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Généralement, les gens écrivent pour la romance, pour les drames ou des romans policiers. Pourquoi vous avez choisi d'écrire sur l'agriculture? Oui, j'ai choisi d'écrire sur l'agriculture parce que déjà, je suis ingénieur de génie rural de formation. En effet, je suis ingénieur de travaux publics spécialisé dans le génie rural. Donc, de par ma formation de base, le monde rural est au centre de mes préoccupations. Et aussi, j'ai écrit ce livre en hommage un peu à mes parents parce que, comme la plupart des familles africaines, je viens d'une famille modeste. Mes parents étaient des modestes personnes qui, pour nous élever, faisaient des petits boulots. Et il y avait parfois à côté comme ça des champs qu'ils louaient ou qu'ils demandaient aux gens. Et ça permettait parfois qu'ils bouclent les fins du mois. Donc ceci est aussi un peu un hommage à mes parents. Et en étant en Guinée, j'ai eu l'occasion, l'opportunité d'étudier l'économie. Donc ayant étudié l'économie, je me suis dit, ok, voilà. Au-delà de rendre cet hommage mémoriel, mais il faudrait peut-être structurer. C'est mon apport en tant qu'économiste aussi, en me mêlant des grandes questions qui concernent l'Afrique, la pauvreté, les populations rurales, et c'est un peu cela. Et puis demain, l'Afrique atteindra la barre de 2 milliards. D'ici quelques années, la barre de 2,5 milliards d'habitants. Vous voyez donc que la question de nourrir ces populations se posera avec acuité. Donc c'est une façon de participer aussi à toutes ces grandes questions-là. C'est ce qui a poussé à mettre sur pied cet ouvrage. D'accord. Et qui a eu l'honneur d'éditer votre livre? Le livre a été édité par Dardia Édition, un éditeur talentueux que j'ai dû rencontrer dans mes parcours, à la recherche du savoir, qui a regardé mon livre et qui l'a lu. Et puis les remarques, les retours qu'il a apportés m'ont fait comprendre qu'il a compris. Parce que, vous savez, on ne va pas vers un éditeur seulement pour éditer. Parfois, on recherche celui qui comprend ce qu'on veut dire. Parce que quand on a un livre, c'est qu'on veut dire quelque chose. Et c'est important lorsque on tombe sur quelqu'un qui comprend ce que vous voulez dire et qui peut-être apporte parfois même des idées au-delà de ce que vous voulez dire. Là, vous comprendrez que bon, voilà, vous êtes sur le bon filon, vous avez un bon interlocuteur. Donc, il m'a fait l'honneur d'éditer mon livre et voilà, je lui accorde toute ma reconnaissance. D'accord. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas lu totalement tout le livre, mais on a vu qu'au début, vous avez dit que vous avez écrit pour rendre hommage aux parents, mais au-delà de cet hommage, il y a quand même des aspects importants là-dedans. C'est notamment l'importance du secteur agro-pastoral. Pourquoi se baser sur ce domaine? Oui, vous savez que le secteur agro-pastoral est un secteur qui attise beaucoup de passion. Par exemple, je vais le dire ici, vous et moi, nous tous, nous avons besoin de nous nourrir. Au moins cela. Et c'est pourquoi tous les États essayent toujours, autant qu'ils peuvent, d'intervenir dans le secteur agro-pastoral, essayer de distribuer des semences, des engrais et tout. Tout le monde veut intervenir dans le secteur agro-pastoral. Mais comment on intervient dans le secteur agro-pastoral? Parce que quand j'ai étudié la question, je me suis rendu compte qu'en Afrique, par exemple, en Guinée notamment, 80% de personnes, le secteur agro-pastoral, le monde rural entretient 80% de personnes, mais seulement ne participe qu'à 20% du PIB. Vous voyez, ça fait en sorte que beaucoup de gens travaillent dans ce secteur
et dans ce secteur-là, il produit peu. Est-ce que la pauvreté que nous on vit n'est pas due à... Parce que la richesse qu'ils produisent, s'il faut renvoyer la richesse par personne, elle est totalement déséquilibrée. Donc ma question est de savoir, l'une des préoccupations est de savoir s'il faut s'attaquer au monde rural, il faut comprendre le monde rural. C'est aussi pour moi un moyen de proposer quelque chose qui va permettre à toutes ces populations qui sont pauvres, voire extrêmement pauvres, d'essayer d'avoir un nouveau modèle qui peut leur permettre d'avoir de l'espoir et de sortir un peu de leurs conditions de précarité. D'accord. Alors, le modèle agricole actuel en Afrique, comment est-ce que vous le trouvez, vous, en tant que spécialiste? Oui, le modèle agricole actuel en Afrique, il a ses limites, il a ses réalités, ses caractéristiques. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que le modèle agricole implanté en Afrique est totalement hérité de la période coloniale. Est-ce que c'est le nôtre? Dis-moi, je ne sais pas, je pense que c'est qu'on a hérité. Quand on hérite de quelque chose, ça nous appartient plus ou moins. Et peut-être ce sera à nous d'apporter des innovations et des éléments qui permettront peut-être de l'améliorer. Mais quoi qu'il en soit, le modèle agricole implanté en Afrique actuellement est hérité directement de l'époque coloniale, où l'Afrique avait hérité, comme dans la division du travail, comme pays producteur des matières premières ou bien des matières premières et des ressources pour la métropole, pour l'Occident. Donc voilà le modèle que nous avons hérité. Et ce modèle-là est totalement extraverti. Il est capitaliste. Et capitaliste, ça veut dire qu'il faut beaucoup de... C'est des gens qui viennent prendre... Ils consomment beaucoup d'hectares, beaucoup de terrain, et il est en concurrence avec l'agriculture rurale, avec le monde paysan. En fait, on prend des grandes plantations, on écarte un peu les populations rurales qui sont là, l'agriculture devient salariée, on paye les gens, mais cette population rurale, ces paysans qui se retrouvent du jour au lendemain, qui ont perdu, et ce soit leur terre, qui ont perdu leur façon de vivre, qu'est-ce qu'ils deviennent? En fait, ils vont, accentuer le degré de pauvreté, le degré de paupérisation. Donc mon ouvrage propose une autre façon. D'accord, justement, on va en venir, puisque le modèle agricole actuel ne convient pas à beaucoup d'agriculteurs, il faut être honnête, et vous, c'est là que vous décidez de rentrer en jeu, et vous écrivez ce roman dans lequel vous avez établi un schéma pour les agriculteurs. Alors, quel est le modèle, selon vous, qui peut être adapté à tous les Africains pour une meilleure réussite? Oui, avant peut-être de m'étaler là-dessus, j'aimerais revenir un peu sur la précédente question qui parlait du modèle actuel. Vous voyez par exemple que sur 28 pays, les plus pauvres dans le monde, 27 sont des pays africains. Et la pauvreté rurale en Afrique est de presque 45%. La pauvreté rurale, elle est de 13% dans les autres pays. Donc vous voyez, en Afrique aujourd'hui, on a 413 millions de pauvres, de personnes en extrême pauvreté, contre 222 millions peut-être dans les années 80, je crois 90, 2000, je me souviens plus, si mes souvenirs sont trop bien. Ça veut dire que le modèle qui était pratiqué jusqu'à l'heure actuelle, c'était un modèle qui rend pauvres nos paysans. Donc maintenant, moi, ce que j'ai proposé pour essayer de juguler cela et de proposer une méthode, un modèle un peu plus inclusif, c'est-à-dire qui est plus retourné vers nous. Parce que ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on a des grandes plantations, on cultive des choses qui sont bien cacao, café et tout, mais on vend à la métropole, mais on vend à l'étranger. Et puis, lorsqu'on récolte des devises, on prend ces devises-là pour acheter ce que nous, on va consommer. Les économistes appellent ce modèle un modèle un peu extraverti. Donc, mon modèle propose justement d'utiliser les vastes terres arables d'Afrique, parce que l'Afrique a presque 600 millions de terres arables, l'Afrique subsaharienne en a beaucoup. La Guinée, en l'occurrence, qui est au centre de mon livre, dispose de 6 200 000 hectares de terre. Donc d'utiliser ces hectares de terre, ces parcelles à l'infini qui sont innombrables, pour que nos paysans et nos agriculteurs puissent travailler cette terre-là, produire ce que nous allons consommer. Si vous permettez de paraphraser la célèbre pensée de Thomas Sankara, de cultiver ce que nous allons consommer, et de consommer après, effectivement, ce que nous cultivons pour éviter un peu le diktat du marché international avec ses remous tels que nous avons connus dans les dernières années. Donc, mon modèle concrètement s'appuie sur quoi? Sur 5 facteurs simples. 1. Pour cultiver, puisqu'on parle de terre, il faut déjà avoir accès à la terre. Donc, faciliter l'accès à la terre, il faudrait faire une réforme foncière pour que celui qui veut s'orienter dans l'agriculture puisse avoir de la terre qu'il va utiliser. 2. Nous faisons encore l'agriculture aujourd'hui
comme nos parents, nos grands-parents le faisaient, c'est-à-dire de façon archaïque et qui utilisent des méthodes culturelles qui n'allons pas dire dépasser, mais qui ne répondent plus trop à nos contextes. Donc, il faut de la formation dans le secteur agricole, les nouvelles semences, les nouvelles techniques culturelles. Et alors, M. Guédin, nous allons parler du modèle à vous pour une réussite dans l'agriculture. Oui, le modèle que je développe dans cet ouvrage se base sur 5 piliers, sur 5 points principaux. Premier point, c'est l'accès à la terre. On parle bien d'agriculture. Quand on parle d'agriculture, il faut qu'on sache que le socle de l'agriculture, c'est la terre. Il faut bien faciliter l'accès, faciliter et sécuriser l'accès à la terre. Donc, il faut une réforme foncière. 2, une fois vous avez réglé le problème de terre et de sécurité et ce qui s'ensuit, il faut bien que les gens soient formés dans l'agriculture. Aujourd'hui encore, les gens font l'agriculture comme on le faisait il y a 50 ans, 60 ans. Nos grands-parents le faisaient avec la daba et la machette en Inde. Ouais. Pourtant, le monde a beaucoup évolué. Le capital humain et les techniques se sont développés. Il va falloir qu'on forme les gens sur ces nouvelles techniques-là, ces nouvelles cultures. Il y a beaucoup d'outils. Il faut qu'on forme les gens. Il faut même qu'en fonction de la spéculation qu'ils ont choisie, on les apprenne à monter des business plans. Comment on monte un business plan dans l'agriculture? Parce que parfois, c'est pour embrayer déjà le troisième point qui était le capital. Parce que parfois, les gens se plaignent que quand ils vont à la banque ne finance pas. Et c'est vrai, les banques sont frileuses à financer le secteur agricole. Ils ont leurs raisons, hein. Instabilité des prix, peut-être secteur mal structuré. Ce sont les raisons qu'ils avancent en général. Je suis banquier, j'ai 9 ans d'expérience dans les banques. C'est vrai. Donc maintenant, il faut déjà apprendre à ces agriculteurs comment monter un business plan. Pourquoi? Parce qu'après, l'étape qui suit, c'est aller vers les capitaux, aller vers les banques. Mais maintenant, les banques, comme elles ne prêtent pas au secteur agricole, il faudrait que l'État développe à travers une politique monétaire au niveau de la Banque centrale un fonds qui sera comme une garantie aux banques. Une garantie en dernière demeure, bien sûr, parce que on embraye sur le quatrième point du modèle qui est l'institution qui rachète la production des planteurs, des agriculteurs. Parce que cette institution a 2 rôles. Elle rachète la production des planteurs. Pourquoi? Parce que, vous voyez, dans le modèle agricole actuel, la division de travail actuelle, le planteur, quand il finit de produire, c'est encore lui qui se déporte sur les marchés. Mais le planteur, il est un bon producteur, mais il est un piètre commerçant. Arrivé sur le commerce, le marché, il y a des lois du commerce, les lois du marché que lui ne connaissant pas, il se fait toujours, il se fait toujours tromper, si on dit terre à terre, mais il n'arrive pas. Ce qui fait donc que lorsqu'on laisse le planteur devenir commerçant, c'est chaotique pour le planteur. Exactement. Maintenant, parce qu'il mélange les deux secteurs. Il mélange les 2 secteurs. Il connaît très bien son secteur de base, mais l'autre secteur, il apprend. Et lorsque vous apprenez, en même temps que vous vendez, ça se paye cash. Et les gens vont faire du dumping, les gens vont casser le marché, comme on dit, pour vous exclure. Donc maintenant, cette structure, en rachetant cela, elle permet aux agriculteurs d'avoir un marché, de créer un marché stable. Et lorsque cette structure-là aussi elle sert aussi aux banques qui ont prêté de l'argent, ces banques-là aussi sauront qu'il y a une structure qui va racheter directement la production. Donc, j'ai prêté de l'argent à ces planteurs, il y a une structure qui va racheter directement et payer dans mes comptes. Vous voyez donc qu'on est en train de définir un circuit de bancaire, on est en train de bancariser l'agriculture. Naturellement, après, où iront ces productions-là? Il faudra une autre structure qui se chargera justement d'écouler ces productions-là. Ça peut être à l'interne, ça peut être à l'externe. Ça peut, parce que l'un des gros problèmes de l'agriculture, ce n'est pas parfois l'absence de production. Il y en a quand même, mais parfois la mise en commun des bassins de production avec les zones de consommation, ce schéma n'étant pas bien fait, ce qui crée parfois des instabilités, des fluctuations sur les produits agricoles. Donc je crois qu'avec ces 5 éléments-là, l'accès à la terre, l'accès au capital, la formation, une structure qui rachète la production, qui rassure et les banquiers et tous ceux qui sont dans la chaîne, et une structure qui s'occupe de la commercialisation, qui connaît où on va aller voir, parce qu'ils seront utilisés pour cela. Voilà donc les instruments sur lesquels j'appuie mon modèle pour dire que ce sera une petite révolution dans le secteur. Parce que si le taux de bancarisation actuel en Guinée, c'est de 21%, mais c'est parce que les 80% des personnes qui travaillent dans le secteur agropastoral sont exclues. Si on réussit à bancariser ce secteur tel que le modèle le dit, on pourra récupérer 50 à 60% là-bas qui viendront s'ajouter sur ces 80%. Imaginez à combien on sera.
on sera peut-être dans les 80, ce sera une économie bancarisée. Et puis les banques, maintenant, elles vont revoir la géographie de leurs agences. Il y aura des banques qui vont se diriger maintenant vers le secteur agricole. Parce que justement, ces gens-là commenceront à gagner. Une fois on les a versé l'argent qu'ils ont obtenu, ils pourront rembourser tout ce qu'ils ont pris pour produire. Et maintenant, l'excédent constituera ce qu'on appelle au fil des temps une accumulation du capital. Après, c'est eux qui voudront consommer, c'est eux qui voudront investir, c'est eux qui voudront épargner, c'est eux qui vont payer les produits. Bref, ils auront une meilleure vie. Donc voilà un peu la structuration de mon modèle. D'accord. Alors parlant du cas guinéen, oui. Comment est-ce que vous trouvez l'agriculture guinéenne? Oui, l'agriculture en Guinée, il y a eu des évolutions. Déjà, si on veut parler du premier régime, il y a eu des FAPA, des fermes agricoles et tout, c'était une priorité. En tout cas, tous les gouvernements qui se sont succédés, merci. L'agriculture a toujours été au centre des priorités. Ça, il faut le dire dans mes recherches, parce qu'il faut, quand on fait un modèle, comme disaient mes professeurs, un économiste n'est pas un économiste bavard. Il faut bien qu'il s'appuie sur des données factuelles. Il m'a fallu faire des recherches, que ce soit à la Banque centrale, que ce soit à la Chambre nationale de l'agriculture, au ministère de l'Agriculture, pour avoir un certain nombre de données, pour utiliser dans des modèles économétriques, pour appuyer sur mon modèle et démontrer que le modèle actuel n'est pas bien. Mais lorsque vous avez fait tout cela, vous vous rendez compte que l'agriculture a été toujours un des secteurs les plus financés. Est-ce que vous savez ça? L'agriculture, dans tous les secteurs de notre économie, si on peut dire même les ministères, prenons ça comme ça, de notre économie, l'agriculture est l'un des secteurs qui a reçu le plus grand nombre de capitaux et de financements. Quand moi j'ai regardé ça, je me suis dit, mais waouh! Oui, l'agriculture non seulement est financée par l'État, est financée par les bailleurs de fonds, est financée par toute une panoplie de personnes. Mais pourquoi on n'arrive pas à sortir cette couche vulnérable de la pauvreté? Peut-être parce qu'il y a un problème de structuration. Peut-être parce qu'on répète les mêmes schémas qu'on faisait avant. L'agriculture telle que nous la pratiquons, c'est une agriculture d'export. D'export, qui dit export veut dire que les fonds que nous cultivons, après nous vendons à l'extérieur. Et maintenant, lorsque nous vendons à l'extérieur, les devises que nous avons récoltées, nous espérons acheter maintenant ce qu'il nous faut. Mais imaginez que nous avons vendu pour 10 milliards, 100 milliards de francs guinéens. Je dis n'importe quoi. Et qu'à l'intérieur, on a notre armée de petits producteurs qui ont accès au capital et tout. Ça veut dire qu'on n'aura plus besoin de faire revenir ces 100 milliards-là pour acheter ce qu'il faut nourrir. Parce que 70 à 80% de nos achats à l'extérieur sont encore les achats agricoles. Exactement. Ce n'est que 20 à 25% qui sont des services. Jusqu'à présent, nous achetons du riz alors que nous produisons. Alors que nous produisons du riz. Nous achetons du riz. Nous achetons même les oignons. Nous achetons un certain nombre de choses. Ouais. Et d'un autre côté, nos jeunes n'ont pas de travail. Ils sont là, étant dans les zones rurales, ne pouvant pas être maintenus là-bas, quitte pour venir en ville, c'est l'exode rural. Arriver en ville, étant mal outillés, n'ayant pas fait beaucoup d'études, n'arrivent pas à s'insérer, ça crée des problèmes comme la promiscuité, ça crée des problèmes comme la délinquance juvénile et ainsi de suite. Et parfois, ceux qui sont plus zélés, ils sont tentés par l'immigration clandestine. Et voilà, ça crée toujours des problèmes. Parce que même quand on a une afflux de personnes comme à Conakry, ça crée des problèmes d'humanisation. Vous voyez, avec les délestages, ça crée des problèmes même de police. Parce que la police doit se réorganiser tous les jours pour essayer donc ça crée des problèmes. Donc, j'ai lu dans un ouvrage, quand je préparais ce livre, qu'un paysan en fuite est une perte pour l'État. Un paysan en fuite ou bien un paysan en crise est une grosse perte pour l'État. Parce que quand un paysan est en fuite, qui produit? Personne. Personne. Pourtant, on a de gros bassins comme Conakry et les grandes villes. Les gens qui travaillent dans les services, mais dans l'industrie, ils ont besoin de consommer. Vous voyez, donc, à travers ce modèle, je permets de résoudre un certain nombre de questions. Et c'était vraiment ça l'objectif et le but de ma réflexion. D'accord. Peut-être une avant-dernière question. L'agriculture est un secteur aussi d'emploi, puisque j'ai vu quand même dans le guide ou le modèle, vous avez parlé d'employabilité. Oui. Lorsqu'on développe l'agriculture, on emploie tout de suite beaucoup plus de jeunes. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce passage? Oui, justement, pour que vous compreniez bien ce passage, il faut comprendre que je me suis basé dans mes recherches sur une étude qui a été faite en Ukraine, qui démontrait que le rendement agricole sur les petites exploitations de polyculture et d'élevage de 2 à 4 hectares est plus élevé que le rendement sur des plantations de 40, 100, 200 hectares, en termes de rendement, bien sûr.
pas maintenant de revenus. Naturellement, en termes de revenus, les grandes plantations dament le pion, parce que quand vous allez prendre le rendement, même s'il est faible et que vous le multipliez par une grande plantation, par une grande superficie, forcément, il y aura plus de revenus là-bas. Mais maintenant, si on prend ce modèle, nous, avec nos terres, et mon souci premier en tant qu'économiste, c'est de lutter contre le chômage, lutter contre générer de la croissance. Si on prend ce modèle de petite exploitation, imaginons 2 hectares. Sur 2 hectares, par exemple, sur 1 hectare, en général, pour entretenir 1 hectare, il faut au moins 15 personnes. Parce qu'un hectare, c'est quand même 10 000 mètres carrés. Donc, si on prend, la superficie, la quantité des terres arables de la Guinée, 620 000 hectares, admettons qu'on donne seulement 10% à ce modèle, ça nous fait 620 000 hectares. Si vous dites que par hectare, j'occuperai en moyenne 15 personnes, ça vous fait 9 300 000 emplois. 9 300 000 emplois que vous avez créés du jour au lendemain, sans demander aux partenaires internationaux, sans s'endetter. On a créé on a créé des emplois potentiels, 9 300 000. Et s'il faut que sur chaque 2 hectares, il y ait un entrepreneur, ça veut dire, parce qu'on ne peut pas, même s'il y a des gens, il faut bien qu'on responsabilise quelqu'un. Ça veut dire on crée 300 000. Ça veut dire en Guinée, si on l'applique, ça fait 9 600 000 emplois. Actuellement, selon les données qu'il y a un taux de chômage de 6% en Guinée et 300 à 400 000 chômeurs. Vous voyez, de 300 à 400 000 chômeurs à 9 600 000 emplois qu'on va créer, la Guinée sera importatrice de main-d'œuvre. Parce qu'en fait, on est 13 millions, 15 millions à tout casser. Si vous avez une possibilité de créer 9 300 000 emplois, mais étant donné qu'il y a les gens comme vous qui vont rester dans leur journalisme, et les gens qui vont rester dans leur banque et tout, à un moment donné, on cherchera la main-d'œuvre. Exactement. On va quitter donc des pays de chômeurs, un pays où il y a beaucoup de chômage, un pays où tout le monde travaille. Mais ça sera dans le secteur agricole. Et en appliquant justement ce modèle-là, on donne de la sécurité à ces gens, à tous les acteurs qui interviennent, et les banques, et les CICI, et tout le monde y trouvera son compte. D'accord. Voilà un peu. Alors, lors de notre pré-entretien, oui. Je vous ai demandé si ce modèle était le seul en Guinée, puisque, en tout cas, moi, à ma connaissance, un modèle comme ça, j'en ai pas vu. Et vous m'avez dit qu'il était le seul, à votre connaissance. Est-ce que vous avez adressé un courrier au ministère de l'Agriculture? Est-ce que le gouvernement est au courant de l'apparition du livre? Bien. Lorsque je préparais cet ouvrage, et comme je vous l'ai dit d'entame, je l'ai montré à mon éditeur, à Darja Édition. Justement, le commentaire qu'il a émis était pratiquement dans ce sens-là. Il n'a pas vu beaucoup de structuration pareille, c'est-à-dire de façon scientifique comme ça. Mais je dois dire quand même que les institutions comme le FIDA et autres, il y a beaucoup de gens qui ont écrit sur l'agriculture. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans le secteur agricole. Mais force est de se rendre compte force est de constater que effectivement, beaucoup ne marche pas. Il y a même au niveau de l'Union africaine, il y a des niveaux où l'agriculture est placée au centre des choses, mais ça n'a pas toujours marché. Moi, je me suis dit, ce qui m'a guidé, c'est que je me suis dit, ok, si ça n'a pas marché, il ne faut pas prendre les mêmes et recommencer, il faut proposer quelque chose de nouveau. Je n'aurai pas la prétention de dire que ça n'existe pas, parce que vous savez, chacun fait ce qu'il peut, chacun apporte un peu. Exact. Mais j'aurai la sincérité de dire je n'ai pas vu. C'est pourquoi je dis j'ai fait ceci. Parce que quand on fait la recherche documentaire, quand même, il y a ce qu'on appelle l'honnêteté dans la recherche documentaire. Il faut citer les sources des choses qui existent déjà. Naturellement, la recherche et le développement veut que vous preniez ce que les autres ont fait, ont cherché. Et c'est sur ça que vous partez pour ajouter ce que vous ajoutez. Donc, il y a beaucoup d'éléments que j'ai pris des gens, bien sûr. Mais il y a aussi des éléments que j'ai apportés qui regardaient, comme je vous ai dit, mon fort intérieur, mes aspirations et ma vision. Donc, évidemment, j'ai déposé des courriers, puisque quand on a quelque chose, il faut toujours en parler aux institutions qui s'en occupent, les institutions comme je ne sais pas s'il faut les citer, j'ai écrit à certaines institutions, faut rester, puisque je suis dans un média, je ne vais pas parler des gens, aux différentes institutions, j'ai écrit aux certaines instances dans le gouvernement. Donc voilà, c'est le travail que j'ai fait, c'est normal. Lorsque vous avez quelque chose que vous estimez qui est bien, il faut toucher, il faut écrire aux gens qui sont concernés. Certainement, ils prendront le temps de le comprendre et puis peut-être, si jamais ça les séduit, ou bien si jamais ils trouvent en ça un écho,
un écho profond et favorable, peut-être ils reviendront vers moi. Comme eux, ils ont forcément beaucoup plus de capacités techniques et partenaires techniques et financiers, peut-être qu'on pourra ici des réflexions qui nous apporteront vers... Mais sinon, je ne sais pas si je peux parler de quelqu'un qui m'a déjà rappelé. Non. Non. Je ne sais pas. Bon, oui. Bon, déjà, j'avais déposé à la délégation de l'Union européenne. Ils m'ont appelé, ils ont discuté avec moi, ils ont estimé que c'est un bon modèle. C'est un modèle qui, si jamais il est appliqué tel que je le décris, pourra permettre un essor, comme le livre le décrit. Mais seulement, eux, ils sont passés, ils ne sont plus trop dans le financement de l'agriculture. Il y a beaucoup d'instances qui le font. Ils sont passés dans la transformation. Donc, ils m'ont donné des conseils et puis ils m'ont donné beaucoup de choses, peut-être des conseils et tout, pour que j'essaie de le vulgariser. D'accord. Alors, à toutes ces personnes qui verront cet entretien, qu'est-ce que vous leur direz par rapport à ce document? Oui, à toute personne qui verra cet entretien, comme je le dis dans mon résumé, il est destiné aux amoureux des solutions innovantes, parce que c'est une solution innovante, c'est pourquoi vous avez l'impression que vous ne l'avez jamais vu, et aussi destiné à tout responsable de politique économique. Le premier responsable de la politique économique dans un État, c'est le président de la République, en l'occurrence son excellence le général Mamadi Doumbouya, assisté par son premier ministre, c'est eux les premiers responsables de la politique économique. Et aussi, après, il y a beaucoup d'acteurs qui sont dans le secteur agropastoral et tout. Si vous avez vu dans mon livre, il était préfacé par El Hadj Bari, qui est le président de la coordination Ali Poula. Quand j'écrivais ce livre, il était très intéressé parce qu'il disait à l'époque que eux, ils ont déjà construit beaucoup de mosquées. Maintenant, aujourd'hui, il faut trouver quelque chose, il faut créer des choses qui vont trouver de l'emploi à tous ces jeunes-là. Donc, j'en appelle à tout le monde de lire le livre, d'acheter l'ouvrage, de le lire. Mes coordonnées seront données peut-être par vous, bien là-dedans. Et que si quelqu'un le souhaite, peut-être pour plus d'explications, ou bien pour plus de compréhension, je suis totalement disponible pour essayer de venir faire ça. Et puis voilà, mon souci et mon désir, c'est vrai qu'on essaie de le mettre en pratique, même un essai, pour essayer de voir, les résultats vraiment vont suivre la promesse des fleurs et ça pourra vraiment aider les populations rurales à sortir de leur situation de précarité à l'heure actuelle. Alors, M. Guérin, vraiment merci d'être venu à Guinée Matin. Je vous remercie. Pour nous présenter votre tout premier livre et on espère que ça ne s'arrêtera pas à celui-là. Donc, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, madame. C'est moi qui vous remercie, madame. D'accord. Alors, chères téléspectatrices et téléspectateurs de Guinée Matin TV, ainsi s'achève cet entretien consacré à un livre exceptionnel que je vous recommande de lire. Il ne coûte que 18 € en francs guinéens. Ça fait combien? 180 000 francs guinéens. Donc, vous l'avez là, c'est un modèle pour l'agriculture, pour ceux qui sont dans le secteur et pour ceux qui aspirent à être dans le secteur. Achetez-le. Donc, c'était tout pour cet entretien. Merci à tous de l'avoir suivi et à la prochaine.